Un homme de 90 ans, banni de son propre sport pour corruption, vient de réussir ce qu'aucun responsable en exercice de la FIFA, aucun sélectionneur et aucun ministre n'avait réussi à faire: contraindre Gianni Infantino à répondre d'un appel venu de la Maison-Blanche. Voilà le centre étrange, presque absurde, du scandale qui a englouti la Coupe du Monde 2026. Et tout commence par un simple carton rouge qui n'aurait jamais dû faire la une de la presse internationale. Le 1er juillet 2026, le président Donald Trump a appelé Gianni Infantino, président de la FIFA, l'instance dirigeante du football mondial. L'appel concernait un seul homme, Folarin Balogun, avant-centre de la sélection masculine des États-Unis, et, selon de nombreux observateurs, l'arme offensive la plus importante du pays hôte avant les matchs à élimination directe. Quelques jours plus tôt, Balogun avait été expulsé lors d'une victoire en phase de groupe contre la Bosnie-Herzégovine. Le carton rouge entraînait automatiquement un match de suspension et devait donc le priver du huitième de finale face à la Belgique. 4 jours plus tard, la commission de discipline de la FIFA a pris une décision qu'elle n'avait plus prise depuis plus de 60 ans. Elle a suspendu la sanction avec une mise à l'épreuve d'1 an, assortie d'une amende de 40 000 $ que la Fédération américaine de football a discrètement accepté de régler. Balogun est entré sur la pelouse contre la Belgique comme si le carton rouge n'avait jamais existé, laissant des millions de téléspectateurs se demander comment une telle issue avait été obtenue. La Maison-Blanche n'a pas nié l'existence de l'appel. Donald Trump l'a lui-même confirmé, affirmant n'avoir demandé qu'un réexamen, rien de plus. Selon lui, le tacle ne constituait même pas une faute. Il ne voyait que 2 athlètes qui s'étaient heurtés dans une action normale et physique. À ses yeux, le véritable scandale de cette rencontre tenait plutôt à la prestation de l'arbitre. Il a ajouté presque au passage qu'il n'avait pas vraiment compris ce qu'était un carton rouge avant qu'un membre de son équipe ne lui explique la règle et qu'une fois celle-ci comprise, toute l'affaire lui avait paru dénuée de sens comme supporter. Il s'en est également pris à la crédibilité de l'arbitre, laissant entendre que son parcours avait quelque chose de suspect sans fournir de preuves précises. Infantino a livré une version bien plus prudente. Il a assuré que les organes juridictionnels de la FIFA fonctionnaient sans pression extérieure, qu'il avait expliqué au président qu'une procédure juridique était déjà en cours et que le dossier serait tranché par la commission interne compétente, selon son calendrier, sans aucun lien avec l'appel de Washington. Reste la question à laquelle personne, au siège zurichois de la FIFA, n'a répondu au-delà d'une assurance répétée de indépendance. Ce calendrier a-t-il, en réalité, été accéléré par un appel du bureau ovale? C'est alors que l'affaire a pris une tournure politiquement explosive, et très vite. Quelques heures après l'annonce du revirement, l'establishment de football européen s'est soulevé presque à l'unisson. L'UEFA a publié un de ses communiqués les plus sévères depuis des années, accusant la FIFA d'avoir franchi une ligne rouge qui ne devrait jamais l'être dans un tournoi de cette ampleur. Elle a qualifié la décision d'inédite, d'incompréhensible et d'injustifiable, tout en avertissant que les choix effectués sous les projecteurs d'une Coupe du Monde ont des conséquences bien au-delà du tournoi. Si l'application égale des règles n'est plus garantie à toutes les nations, a-t-elle soutenu, c'est l'intégrité du sport tout entier qui se retrouve mise en accusation. La fédération belge, dont l'équipe a dû affronter un joueur qui, selon les règles en vigueur avant l'appel, aurait dû se trouver en tribune, a officiellement exigé des explications de la FIFA. Selon plusieurs responsables, elle n'a presque rien obtenu. La fédération égyptienne a déposé une autre plainte contre un arbitre et toute son équipe après une décision controversée dans un de ses matchs. L'épisode a renforcé chez les petites fédérations le sentiment que l'arbitrage du tournoi n'obéissait plus à aucun cadre cohérent. 72 députés européens ont signé une lettre réclamant une enquête complète sur les décisions de la FIFA. Le sélectionneur du Maroc a formulé la même accusation plus prudemment après l'annulation du but qui a mis fin au parcours de son pays. Il a relevé qu'une faute commise 25 secondes plus tôt avait été examinée par la VAR, alors qu'une main juste avant ce même but n'avait fait l'objet d'aucun contrôle. Puis sont intervenues des voix qui comptent durablement dans ce sport, une autorité que ni l'argent ni les réseaux politiques n'achètent.
Gary Neville n'a rien édulcoré. Il a qualifié ce revirement de tache sur la Coupe du Monde. Ça pue, a-t-il lâché, deux mots secs, sans nuance. Jürgen Klopp a été plus simple encore. C'est notre jeu, pas le leur. Il a averti que si une pression extérieure avait véritablement pesé sur l'issue du dossier, la crédibilité du tournoi devait être remise en cause. The Telegraph a publié un éditorial au titre qui se suffisait à lui-même. Gianni Infantino doit partir. Le présentateur Jeff Stelling, peu coutumier des déclarations théâtrales, s'est joint aux appels à la démission, estimant que la manière dont ce revirement avait été géré était incompatible avec la crédibilité qu'un président de la FIFA est censé incarner. Mais le moment qui a réellement touché un public mondial n'est venu d'aucun de ces critiques déjà familiers. Il est venu d'un homme de 90 ans vivant discrètement en Suisse, interdit de toute activité liée à la FIFA depuis 2015, Sepp Blatter, ancien président de l'organisation, poussé vers la sortie après des accusations de corruption et de mauvaise gestion financière ayant assombri la fin de ses 17 ans de règne. Un lundi matin, sans prévenir, Blatter a publié en ligne une brève déclaration. 3 phrases, 44 mots au total, conclue par une locution latine vieille, de 2000 ans qui, en quelques heures, est devenue la question la plus répétée du football mondial, Quo vadis, soit « Où vas-tu ?» Ces mots étaient directs. Les cartons rouges, a-t-il écrit, ne sont pas annulés par des appels téléphoniques. Ils le sont par les règles, les preuves et des organes indépendants. Si un appel extérieur atteint le président en exercice de la FIFA et qu'un joueur suspendu est soudain autorisé à jouer juste avant un match à élimination directe, la question s'impose. Il a conclu en avertissant que le football ne devait jamais devenir le terrain de jeu du pouvoir politique, une formule citée et traduite dans des dizaines de langues en un après-midi. Mesurons un instant l'étrangeté de cette scène. La voie la plus crédible pour mettre en cause l'indépendance de la FIFA dans ce scandale s'est révélée être celle d'un homme que la FIFA elle-même avait jugé et écarté du pouvoir pour corruption, un homme auquel l'accès aux grands événements de l'organisation était refusé depuis plus de 10 ans. Dans ce cas précis, presque personne dans le monde du football n'a accepté de dire publiquement qu'il avait tort. C'est presque un effondrement total de la crédibilité institutionnelle, le moment exact où l'ancien dirigeant le plus discrédité d'une organisation devient, même brièvement, sa voix la plus digne de confiance pour exiger un minimum de compte. L'affaire Balogun est plus trouble encore parce qu'elle n'était pas, à strictement parler, totalement sans précédent dans ce cycle de Coupe du Monde. Avant le coup d'envoi, la FIFA avait discrètement reporté plusieurs suspensions pour carton rouge hérités des qualifications, notamment une sanction de 2 matchs initialement infligée à Cristiano Ronaldo. À l'époque, presque personne n'avait protesté, surtout parce qu'aucune fédération adverse n'avait été lésée et qu'aucune caméra ne regardait d'assez près pour s'en apercevoir. Le cas Balogun n'a donc pas inventé une nouvelle forme de souplesse institutionnelle. Il a simplement rendu visible, soudainement et de manière impossible à ignorer, une pratique de clémence silencieuse qui existait déjà, au cœur d'un tournoi suivi par environ 1 milliard de personnes dans le monde. Les retombées au sein même de la FIFA ont été remarquablement rapides pour une institution qui n'est guère réputée pour la célérité de ses réactions internes. 2 responsables de la Fédération américaine de football ont été officiellement suspendus dans les jours ayant suivi la controverse. La FIFA a seulement indiqué, en termes très vagues, que cette mesure concernait un comportement lié à l'incident, sans préciser de quel comportement il s'agissait. Cette réaction rapide traduisait-elle une véritable volonté de rendre des comptes ou constituait-elle simplement un moyen commode d'éloigner la responsabilité de la haute direction de la FIFA? Le monde du football n'a toujours pas tranché. Pour comprendre pourquoi ce scandale a frappé avec une telle force, il faut examiner la relation plus large entre Infantino et Trump, une relation qui suscitait déjà des critiques persistantes depuis plus d'1 an, avant même l'appel concernant Balogun.
En décembre 2025, lors de la cérémonie officielle du tirage au sort de la Coupe du Monde au Kennedy Center de Washington, Infantino avait personnellement remis à Trump le tout nouveau prix de la paix de la FIFA, première distinction de ce type créée par l'organisation. Il avait décrit le leadership de Trump comme exactement ce que le monde attend d'un dirigeant, des propos qui avaient aussitôt provoqué les critiques d'organisations de défense des droits humains et de plusieurs fédérations membres. À leurs yeux, la scène était trop politique pour une institution qui prétend officiellement à une stricte neutralité. Cette décision avait déclenché une plainte éthique formelle déposée par une association de défense des droits humains, selon laquelle Infantino avait enfreint à 4 reprises les propres règles de neutralité de la FIFA. Infantino n'avait pas cédé sous la pression et il n'a pas changé de position depuis. Interrogé par des journalistes, il avait qualifié les critiques d'exagérées et affirmé que Trump méritait objectivement cette distinction, selon ses mots. Au même moment, des déclarations financières avaient révélé que Trump avait reçu pour environ 15 000 $ de billets gratuits pour la Coupe du Monde de la FIFA, un cadeau arrangé grâce à sa relation personnelle avec Infantino. Les soupçons s'étaient ainsi renforcés alors même que des élus européens demandaient déjà des réponses sur la plainte liée au prix de la paix. Ces dernières années, Infantino s'est rendu plusieurs fois à la Maison-Blanche, visite dûment documentée, tandis que Trump a salué publiquement sa gestion du tournoi plusieurs fois, souvent en termes étonnamment chaleureux et personnels, rarement réservés à des dirigeants du sport international. Les critiques dans les médias sportifs ont nommé ce qu'ils pensent voir derrière ces gestes amicaux. Une tribune très relayée dans un grand quotidien britannique a estimé que l'admiration publique d'Infantino pour Trump avait laissé le football mondial, selon son auteur, avec du sang sur les mains. Le texte soutenait que la volonté du président de la FIFA de s'aligner aussi visiblement sur un président américain en exercice exposait toute l'organisation à ce type de crise de crédibilité dès que l'appel sur Balogun devenait public. À Washington même, un scepticisme bipartisan grandissait déjà bien avant le début de cette Coupe du Monde. Des observateurs de toute tendance se demandaient ouvertement pourquoi le dirigeant d'une organisation sportive internationale censée être neutre entretenait une relation aussi personnelle, visible et presque fraternelle avec un seul chef d'État. Interrogé sur cette proximité, Infantino la défend en termes directs, pratiques, presque transactionnels. Il a déclaré publiquement plusieurs fois qu'une solide relation de travail avec le président américain en exercice était indispensable à la réussite d'une Coupe du Monde organisée sur le sol des États-Unis, vu l'immense coordination requise en matière de sécurité, de logistique et de coopération fédérale pour un tournoi réunissant 48 sélections dans 16 villes hôtes réparties sur 3 pays. Cet argument possède une certaine logique pratique. Il explique pourtant mal pourquoi le carton rouge d'un seul joueur américain nécessitait un appel personnel du bureau ovale pour être réexaminé par un organe juridictionnel présenté comme indépendant. Voici le retournement dont presque personne, à Washington comme à Zurich, ne veut évoquer à voix haute. Aucune de ces manœuvres n'a réellement fonctionné, du moins pas comme on aurait pu s'y attendre. Balogun a bien joué contre la Belgique, comme prévu déclaré éligible par la décision amendée de la FIFA. Les États-Unis ont tout de même perdu 2-0 devant près de 67 000 spectateurs rassemblés au Lumen Field de Seattle. Le milieu belge Nicolas Raskin a saisi l'occasion de glisser une remarque après la rencontre. Il a déclaré aux journalistes qu'il existe toujours, quelque part, une forme de justice dans la vie, façon volontairement mesurée de suggérer que toutes les manœuvres politiques du monde ne suffisaient pas à acheter un résultat favorable sur le terrain. La sélection masculine américaine, co-organisatrice du tournoi au cœur de la controverse, a été éliminée lors de ce même match, et la question précise de l'éligibilité de Balogun est devenue presque aussitôt sans importance sur le strict plan sportif. Mais, bien entendu, l'affaire n'a jamais porté sur le résultat d'un match en particulier. Elle portait sur ce que cet épisode révélait de qui détient réellement le pouvoir de décision au sein de l'organisation sportive la plus puissante du monde financièrement et sur la minceur apparente de la frontière entre indépendance formelle sur le papier et influence informelle en pratique.
À mesure que la Coupe du Monde avance ce mois-ci vers ses dernières étapes, avec une finale prévue plus tard en juillet, la question soulevée par Blatter dans ses 44 mots poursuit Infantino lors de presque chacune de ses apparitions publiques. Les journalistes lui demandent sans cesse si la décision Balogun a durablement détruit la confiance du public dans la procédure disciplinaire de la FIFA. Ses réponses de Vaz demeurent très constantes et toujours insatisfaisantes pour ses critiques les plus virulents. L'indépendance a été totalement préservée, la commission interne a appliqué les règlements établis et toute affirmation contraire repose sur une mauvaise compréhension du fonctionnement des commissions juridictionnelles de la FIFA. Cette réponse est peut-être entièrement exacte telle qu'elle. Ou peut-être s'agit-il simplement d'une institution qui se protège par un langage soigneusement choisi, plutôt qu'à des preuves vérifiables. La vérité gênante au cœur de la controverse est qu'il n'existe aujourd'hui aucun moyen indépendant permettant de déterminer avec certitude laquelle de ces deux explications est la bonne. L'organisation dont l'indépendance est mise en doute est aussi la seule source qui garantit cette même indépendance. Une boucle fermée qui ne satisfait presque personne hors de la direction de la FIFA. Le football a déjà traversé de nombreux scandales de gouvernance et la présidence de Blatter en est la preuve historique la plus évidente. Son règne à la tête de la FIFA s'est achevé dans la disgrâce après des accusations de corruption et de mauvaise gestion financière, ayant entraîné la chute de plusieurs hauts responsables avec lui et conduit directement à son exclusion pour plusieurs années du sport qu'il avait dirigé pendant près de 2 décennies. Il existe pourtant une différence entre la corruption financière, où l'argent change discrètement de main derrière des portes closes, et une autre forme de dommage, sans doute plus corrosive encore, l'érosion lente de la conviction du public que les résultats sportifs sont déterminés par les règles communes du jeu, plutôt que par des relations politiques extérieures ou des faveurs personnelles. Même grave, la corruption financière peut faire l'objet d'une enquête, de poursuites et être circonscrite. L'effondrement de la conviction que les matchs sont décidés équitablement est plus difficile à réparer, car il attaque la raison pour laquelle les gens choisissent de regarder du sport de compétition. Cette confiance dont l'épisode a révélé la fragilité est celle que des milliards de personnes accordent au football organisé chaque fois qu'elles achètent un billet, allument leur télévision ou restent éveillées toute la nuit à l'autre bout de la planète pour regarder s'affronter deux équipes dont elles ne rencontreront sans doute jamais les joueurs, selon des règles qu'elles supposent identiques pour les deux camps. Pendant quelques jours extraordinaires, au début du mois de juillet, cette confiance fragile a été défendue le plus fort non par un dirigeant en exercice de la FIFA, non par un gouvernement national, non par un journaliste accrédité, mais par un homme déchu de 90 ans, que la FIFA elle-même s'efforçait depuis plus d'une décennie de tenir à distance de ses propres événements phares. Ses motivations personnelles sont presque certainement complexes, et son bilan au sein de l'organisation demeure lui-même très ambigu à l'examen honnête. Aucun observateur sérieux ne soutient que Sepp Blatter a laissé derrière lui une FIFA plus propre que celle dont il avait hérité des décennies plus tôt. Mais la question fondamentale qu'il a posée publiquement en 44 mots n'a rien de compliqué, quelle que soit l'opinion portée sur celui qui l'a formulée. Peut-être est-ce la question la plus simple que l'on puisse adresser à une organisation disposant d'un pouvoir aussi peu contrôlé sur quelque chose qui compte profondément pour des millions de personnes ordinaires à travers le monde. Où vas-tu, FIFA? Tant que Gianni Infantino ne parviendra pas à donner une réponse publique plus convaincante que celle qu'il a fournie jusqu'ici, cette question ne paraît pas près de disparaître. Au contraire, alors que le tournoi entre dans sa dernière semaine et que l'attention collective du monde se concentre davantage sur la finale, elle risque fort de devenir plus bruyante plutôt que de s'estomper ces prochains jours. Et l'aspect le plus gênant de cette vaste histoire tient peut-être à ceci. L'homme qui a passé 17 ans à bâtir l'ère la plus controversée et la plus marquée par les scandales de la FIFA vient d'offrir à son président actuel un des moments publics les plus dommageables de son mandat. Et si l'on juge le fond de ses propos plutôt qu'à l'identité de celui qui les a prononcés,
Même ses adversaires historiques les plus acharnés peinent encore à démontrer qu'il avait tort.